Bienvenue sur l'allumeur de réverbère. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est moi David Brites qui animerai ce 6e épisode de l'allumeur de réverbère. Pour ce nouvel épisode, nous allons nous concentrer sur un sujet capital, les droits du travail, et nous allons le faire par un biais particulier qui est celui d'une institution essentielle bien que trop souvent méconnue, qui est l'inspection du travail. Ce regard et le sujet d'aujourd'hui ne sont pas déconnectés de l'actualité puisqu'en l'occurrence, l'année 2020, avec la crise du Covid-19 et les mesures de confinement décidées par le chef de l'État entre mars et mai, a été particulière, nous allons le voir, pour les droits du travail et pour l'inspection du travail. Pour rappel, le 20 mars dernier, le gouvernement a fait voter au Parlement l'état d'urgence sanitaire, permettant non seulement de prendre des mesures relatives à la santé, mais aussi d'adopter par ordonnance une réforme importante du droit du travail, par exemple incluant une réduction des congés payés acquis chaque mois, ou encore une modification de la durée hebdomadaire du travail, et ce, sans aucun caractère provisoire ou exceptionnel, ni aucune date butoir à ces mesures. Parallèlement, à contre-courant des appels du chef de l'État et du personnel soignant à un confinement strict, les membres du gouvernement ont incité tout au long de la période du confinement les salariés à poursuivre le travail en présentiel. Or, pendant des semaines, pendant le confinement puis pendant le déconfinement, des voix se sont élevées notamment parmi les syndicats pour dénoncer la chape de plomb imposée par le ministère du Travail pour entraver les missions de contrôle de l'inspection du travail. Une situation d'autant plus inquiétante que déjà avant la crise du coronavirus, les conditions de travail des agentes et des agents de l'inspection du travail étaient mises à mal et les moyens de l'institution progressivement réduits dans l'indifférence générale. Pour nous éclairer sur la situation, nous avons pris contact avec Anna, inspectrice du travail en Île-de-France, qui a accepté, sous couvert d'un nom d'emprunt, de témoigner et d'apporter son analyse. Je vous laisse avec elle, en espérant qu'elle vous donnera les clés pour comprendre les tendances lourdes de ces dernières années, mais aussi les dynamiques en cours qui s'imposent à l'inspection du travail et plus généralement au droit du travail en France. Très bonne écoute! Bienvenue sur l'allumeur de réverbère. On est le 12 juin 2020, on est posé dans le 7e arrondissement de Paris et on est en compagnie de Anna, avec qui on voulait parler de l'inspection du travail pour lequel elle travaille depuis quelques années maintenant et avec qui on voulait évoquer les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la crise du Covid-19 et du confinement. Déjà Anna, bonjour. Bonjour. Avant d'aborder le fond de l'actualité et les mesures prises par le gouvernement pendant le confinement, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment tu as fait ton travail entre mars et début mai en dépit du confinement et en dépit des restrictions de déplacement? Pas très bien, mais peut-être qu'avant ça, faut que j'explique comment on fait notre travail normalement. On est compétent sur un territoire géographique donné et sur ce territoire, on va contrôler toutes les entreprises et tous les chantiers sur tous les aspects du code du travail. Durée du travail, risques chimiques, tous les risques professionnels, conditions de travail, harcèlement, etc. Donc ça c'est c'est le cadre normal. Nos fonctions sont garanties par une convention internationale, la convention numéro 81 de l'Organisation internationale du travail. Et en fait c'est elle qui nous donne des prérogatives particulières pour exercer ces missions. On a par exemple le droit d'entrer dans toute entreprise à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et ce sans prévenir. On a le droit de faire les contrôles qu'on veut et d'y donner les suites qu'on veut, sans avoir d'influence extérieure, c'est-à-dire sans qu'on puisse nous interdire d'aller contrôler telle ou telle entreprise. Ça, c'est le cadre normal et c'est le cadre international, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner pour la protection des travailleurs si on n'a pas ces prérogatives, et il n'y a pas qu'en France où on pourrait dire on est très protecteur, etc. Non, c'est dans tous les pays qui ont signé la convention de l'OIT. Ça, c'est le cadre normal. Pendant le confinement, ce cadre a été pas mal mis à mal, parce que déjà, nous, on est agents de contrôle, donc notre travail c'est de faire des contrôles, sauf que le premier obstacle à ça c'est qu'on n'avait pas les équipements, on n'avait pas de masque, donc c'est un peu compliqué d'aller dans une entreprise pour demander des comptes sur les mesures de protection qui ont été mises en place, sachant sans avoir soi-même ces mesures, on doit quand même montrer l'exemple et puis on doit aussi se protéger nous-mêmes. De la part de la hiérarchie, vous aviez des consignes du style si vous n'avez pas de masque vous n'allez pas faire de contrôle? Oui, ouais. On avait ces consignes là. Donc concrètement ne pas vous donner des masques ça voulait dire ne pas vous laisser faire les contrôles? Ouais, alors est-ce que
que là, on peut pas forcément y voir une intentionnalité, parce qu'il y avait des difficultés générales, en tout cas dans la fonction publique, parce que dans les entreprises, bizarrement, ils avaient vraiment des masques. Comme il y avait des restrictions sanitaires, ils ont soumis les contrôles à l'autorisation de la hiérarchie, ce qui est totalement inédit. Et donc, ça a été très variable selon les territoires. Il y a des territoires où les hiérarchies empêchaient clairement les contrôles. Et puis, il y a eu une série de normes, de recommandations qui ont été dictées par le ministère, qui ont pas mal entravé nos missions parce que, en fait, le ministère publiait sur son site des tas de recommandations qui n'avaient pas valeur juridique, donc sur lesquelles on ne pouvait pas vraiment s'appuyer, et qui parfois étaient clairement erronées, qui là, pour le coup, posaient problème. L'exemple le plus frappant, c'est la question du droit de retrait. Donc, le droit de retrait, c'est la possibilité pour tout salarié qui est dans une situation de travail qui le met en danger, qui porte atteinte à sa santé et sa sécurité, de se retirer de cette situation de travail. Il dit voilà, moi je ne peux pas travailler dans ces conditions et il est protégé normalement si on estime que son droit de retrait est légitime. En fait, dès le départ, le ministère, sur son site, a tenté de décourager les salariés de faire valoir ce droit de retrait, puisqu'ils avaient fait un question-réponse salarié puis employeur. Donc il disait aux salariés attention, si vous faites valoir votre droit de retrait, ça peut être comme une absence injustifiée, etc. Et la ministre aussi l'a communiqué dans les médias. Et puis les employeurs, eux, de leur côté, le ministère du Travail leur disait non, mais si vous avez mis en place quelques mesures de protection, le droit de retrait du salarié n'est pas légitime. Voilà. C'est très dangereux parce qu'en fait, même nous, on se permettrait jamais de faire ça parce qu'il n'y a qu'un juge qui peut décider si le droit de retrait est légitime. Et ça, ils avaient oublié de le mentionner. Donc ce qui fait que, déjà, il y a des salariés qui potentiellement auraient pu faire valoir leur droit de retrait qui ont pu être découragés. Et puis, il y a des employeurs qui ont peut-être sanctionné des salariés et qui vont avoir des contentieux prud'homaux. Et peut-être que le juge ne dira pas pareil que la ministre du Travail. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que nous, quand on intervenait sur des questions de droit de retrait, on nous demande souvent notre avis, les entreprises, etc. Les entreprises nous renvoyaient à ce qui était... moi je l'ai vu, ils nous ont copié-collé ce qui était écrit sur le site du ministère. Et nous, on est obligés de leur dire, non, c'est pas tout à fait ça en fait. Donc c'était compliqué. Après, concrètement, on travaillait à distance. Donc on nous demandait de faire des contrôles à distance en appelant les entreprises qui étaient toujours en activité. Alors ça pouvait marcher, moi je l'ai fait sur mon secteur, notamment dans tout ce qui était commerce de détail alimentaire. Puis on essayait d'avoir aussi les salariés pour avoir les deux sons de cloche. En fait ça pouvait marcher tant que ça se passait plutôt bien, mais c'est vrai qu'il y a un moment, quand l'employeur est récalcitrant à mettre en place des mesures, il faut aller sur place et puis il faut faire plus que juste envoyer des petites recommandations, quoi. Je vais évoquer un fait qui avait eu lieu en avril. Il y avait eu 4 syndicats, la CGT, SUD, FSU et CNT de l'inspection du travail, qui avaient dénoncé des entraves aux missions de l'inspection de la part du ministère du Travail, et en évoquant plusieurs dizaines de témoignages d'inspecteurs et d'inspectrices qui étaient dissuadés ou empêchés de se rendre sur les sites d'entreprise par leur hiérarchie. En gros, l'entrave qui avait fait le plus de bruit, mais en fait au final pas tellement de bruit, c'était la mise à pied le 15 avril d'un inspecteur dans la Marne, Anthony Smith. Est-ce que tu peux nous dire si tu as écho des suites de cette affaire-là? Plus globalement, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que c'est juste un cas ou est-ce que c'est symptomatique? Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà pour l'affaire Anthony Smith, entre guillemets, il est toujours mis à pied, ça fait 50 jours. Il y a un grand rassemblement qui est prévu, une grosse journée de mobilisation mardi 16 juin pour le soutenir. Qu'est-ce que ça évoque? En fait, alors le but c'est l'intimidation de tout le corps de l'inspection du travail qui est un corps assez soudé, mais en fait ce que ça crée, en tout cas en moi, c'est beaucoup de découragement parce que en fait on se rend compte que c'est vraiment les meilleurs d'entre nous, ceux qui font le mieux leur travail, qui font l'objet de pression, et du coup c'est compliqué en fait de savoir comment se positionner après ça. Ça pose un problème aussi, peut-être on y reviendra, mais d'un point de vue service public, parce que en fait en gros il y a les employeurs qui ont l'oreille des dirigeants, et puis il y a les autres. Il y a pas que pour les salariés que ça pose des problèmes, il y a aussi pour les employeurs. L'administration, elle est là aussi, et surtout quand elle est indépendante, l'idée c'est de s'extraire d'une politique où c'est le fait du prince, ou voilà, si on a les faveurs du prince, et là on n'est pas là-dedans, et c'est pas la première fois. Hors Covid, il y a eu le cas il y a quelques mois aussi d'un restaurateur. En fait c'était un contrôle de tous les restaurateurs d'un département, et puis il y en a un qui a écrit à Muriel Pénicaud à plusieurs reprises. Elle lui a fait un courrier lunaire où elle le félicite pour ses étoiles au Michelin, etc.
Donc aucun soutien des collègues qui avaient vraiment pour le coup fait leur travail, et puis il l'avait fait à plusieurs, et puis pour pas faire de rupture d'égalité, il l'avait fait dans tous les restaurants du département. Et ce restaurateur, il a eu un traitement de faveur, puisque au lieu d'avoir une sanction comme l'ont eu tous les autres restaurateurs qui n'avaient pas respecté les règles, lui il a eu un simple avertissement qui est quelque chose qui n'existe même pas normalement. On lui a créé une espèce de sanction. Et sur la question des référés, il y a Anthony Smith, mais il y en a eu d'autres. Il y a un collègue dans le Nord qui a fait un référé, alors c'est pareil, sa hiérarchie a même été jusqu'à appeler le tribunal, parce que ce qui est un problème de séparation des pouvoirs quand même assez important. Et puis finalement le juge lui a donné raison, donc c'est pas la CGT qui lui a donné raison, c'est un juge quand même. Donc il avait raison de faire cette procédure, et puis il avait le droit. Peut-être pour expliquer, le référé en fait c'est un peu une procédure géniale qui nous permet, quand on constate un risque sérieux pour les salariés, de saisir le juge qui doit statuer en urgence, donc très rapidement. Donc là c'était vraiment la procédure reine pendant le confinement, parce que l'idée c'était de faire mettre en place les mesures pour protéger les salariés. Et c'est une procédure qu'on fait peu, parce qu'il faut vraiment sortir de sa zone de confiance, c'est-à-dire comme l'administration n'a pas de moyens, faire un référé ça veut dire nous aller faire le livreur, apporter le dossier à l'huissier, avancer les frais d'huissier, et puis surtout ça veut dire après faire l'avocat. L'administration ne paye pas d'avocat, donc on est dans une audience devant un juge avec que des avocats, en face de nous un avocat, parce que l'employeur a souvent de quoi se payer un avocat, et puis nous on plaide nous-mêmes notre dossier. Donc c'est vraiment une procédure qui mériterait des médailles, quoi. Parce que ça vient s'ajouter à tout l'autre travail. Voilà, ça s'ajoute à tout le reste, et puis voilà, il faut vraiment voilà, c'est du bon boulot, quoi. Et puis quand ça aboutit comme dans le Nord, ça montre qu'on avait raison de le faire. Puis c'est une procédure, enfin c'est un pouvoir qu'on a en propre, c'est-à-dire que le code du travail dit c'est l'inspecteur du travail qui saisit le tribunal, c'est pas sa hiérarchie. Il y a d'autres procédures pour lesquelles il faut passer par la hiérarchie. Et là, ce qui s'est passé pour Anthony Smith, du coup on comprend pas, parce que ce qui est reproché à Anthony Smith, c'est d'avoir initié un référé sans l'accord de sa hiérarchie, alors qu'il avait le droit. Et en plus, Libération a publié des mails entre sa hiérarchie et l'employeur qui sont assez aberrants, où la hiérarchie dit clairement non mais n'écoutez pas cet inspecteur, n'accusez pas réception de ses mails, on s'en occupe. Et dans la foulée, le même jour, il faisait partir la lettre de mise à pied. Et c'est vrai que du coup, quand il y a des cas comme ça où la hiérarchie est clairement plus dans son rôle d'indépendance et de neutralité, parce qu'eux aussi ils sont soumis à l'indépendance et à la neutralité, enfin ils sont fonctionnaires, et que c'est pas elle qui est sanctionnée mais l'agent. Et puis l'autre message que ça envoie, c'est aussi qu'est-ce qu'il aurait fallu faire. C'est-à-dire que quand quand on va faire des procédures comme ça, c'est que clairement on a un employeur récalcitrant. Sinon ça s'arrange avant. On envoie toujours un courrier avant, en rappelant la réglementation, en rappelant les risques. On dit là vous êtes en train de faire courir un risque sur vos salariés, la réglementation dit ça, on vous demande de mettre ça en place. Si on va devant le juge, c'est parce que l'employeur a pas voulu le mettre en place. Et du coup, quel est le message? Est-ce qu'on doit laisser tomber parce que l'employeur a appelé le préfet, le machin, etc. Et du coup, qu'est-ce que ça dit de l'institution? Ouais, en fait, elle sert à quoi si c'est pour faire semblant de faire des contrôles? Ça sert à rien. Voilà, c'est ça. Puis c'est du mauvais boulot. Enfin, moi, je suis pas fière de moi si j'enterre un dossier parce qu'on me l'a demandé. Enfin, clairement, alors que c'était justement un dossier où pour le coup, il y avait très certainement besoin parce que les salariés étaient en danger. Donc en gros, c'est ça. Donc les syndicats ont déposé une plainte devant l'OIT. Alors écoute, c'est très bien, là, je voulais y revenir plus tard, mais du coup je vais rebondir là-dessus, puisque tu la mentionnes. Donc effectivement, moi j'avais noté que c'était les 4 syndicats que j'ai cités tout à l'heure, CGT, SUD, FSU et CNT de l'inspection du travail, qui avaient saisi l'OIT. Ils dénoncent la posture du ministère du Travail. Donc apparemment ça se base sur l'article 6 de la Convention sur l'inspection du travail, donc qui dit, je cite, cet article 6, il rend les agents de l'inspection du travail indépendants de toute influence extérieure indue. C'est ça, ouais. Est-ce que toi tu sais où est-ce que ça en est cette saisine? Je l'ai là, la plainte qui a été adressée. On n'a pas de nouvelles. Bon, après, c'est pas non plus. Je sais pas, c'est un peu inédit comme plainte, donc je sais pas quels sont les délais habituels. On n'a pas de nouvelles, mais en tout cas, la mobilisation, elle continue, justement. Aussi parce que le collègue est toujours suspendu, ce qui est quand même 50 jours de suspension, c'est quand même énorme. Et c'est incompris, surtout. Donc oui, en fait, dans la plainte, ils reviennent sur ce que j'ai dit concernant toutes les injonctions contradictoires, les notes, les recommandations qui ont été faites. Et puis ils insistent sur un point qui me semble très important aussi, c'est le détournement de l'institution à des fins politiques. C'est-à-dire, ce qu'on nous a demandé beaucoup, c'était en fait, on était juste un peu les VRP du gouvernement, on devait transmettre les infos sur les aides qui avaient été mises en place par le gouvernement, sur les recommandations,
conventions, sur tout ça, alors que nous, on fait un travail d'abord juridique, puis notre mission première, et c'est ce que dit aussi la Convention OIT, c'est la protection des travailleurs. Donc on peut nous attribuer d'autres missions, on peut faire d'autres missions, mais la priorité, c'est la protection des travailleurs. Et en période de pandémie, clairement, il y avait quand même, je crois, 1/5 des travailleurs qui continuaient à travailler en présentiel. Donc c'était, voilà, ça, on n'aurait pas dû nous détourner de nos missions. Toujours selon les 4 syndicats là, que j'ai cités tout à l'heure, c'était un peu ce que tu disais, en fait tu l'as déjà évoqué tout à l'heure, la direction du travail a interdit du coup les contrôles surprises en les subordonnant à l'autorisation de la hiérarchie, donc officiellement pour protéger les agents du Covid. Et du coup ils expliquent, ces syndicats, que le ministère organise la paralysie, le court-circuitage de l'inspection. Moi j'aurais 2 questions. D'abord la première, c'est est-ce que cette limitation des contrôles surprises, elle est toujours... elle fait toujours loi alors qu'on est sorti du confinement. Et la deuxième question, c'est concrètement en termes de droit du travail, entraver à ce point vos missions, comment ça se traduit pour les salariés? La première question, oui, on est toujours censé demander à notre hiérarchie avant d'aller en contrôle. Alors, je pense que dans la pratique, ça se fait moins parce qu'avant, on avait besoin de l'attestation aussi de circulation qui pouvait potentiellement, voilà. Je pense que ça dépend des hiérarchies, c'est très variable. D'accord. Ça peut être une simple information, c'est le cas, voilà. Là où je travaille. Peut-être qu'il y a encore des endroits où ça fait l'objet de... C'est un sujet. Mais en tout cas, oui, c'est toujours subordonné à l'autorisation. Et en termes de droits des salariés? Ouais, en termes des droits... Le problème, c'est que on fait un métier dont les effets sont impalpables. C'est de la prévention, c'est-à-dire qu'on va demander à ce que des mesures soient mises en place. On ne pourra jamais savoir ce qui serait advenu si les mesures n'avaient pas été mises en place ou si... voilà. Après, moi, sur mon secteur, il y a eu quand même des cas de contamination au Covid. Alors on peut toujours dire que les salariés n'ont pas été contaminés pendant les 8 heures qu'ils ont passées avec leurs collègues, eux-mêmes contaminés. Ce qui suppose juste que ça ne va pas être pris en compte comme une maladie de travail, en fait. Mais... On pourra jamais savoir si on avait été dans la pleine possession de nos pouvoirs, s'il y avait eu moins de contamination professionnelle. En tout cas, je pense que... si on pense que notre métier sert à quelque chose, je te dirais oui, quoi. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de contentieux. Et ça a fragilisé les travailleurs, mais aussi les entreprises, en fait. Ce qu'on disait tout à l'heure sur les messages qui étaient envoyés par le ministère et tout, moi je pense qu'ils étaient parfois erronés ou trompeurs, qu'il y a des entreprises qui vont avoir des contentieux. La ministre, je crois, a même dit que non, il ne s'agissait pas d'engager leur responsabilité pénale. Bon, déjà c'est un message qui est quand même... Parce que souvent nous on joue sur le fait que leur responsabilité pénale est engagée pour qu'ils se bougent. Donc là, ça nous enlevait un peu des billes, et puis en plus, elle en sait rien, la ministre. Il n'y a que le juge, le procureur de la République qui pourra dire si ça mérite des sanctions pénales. Ok. En fait, j'ai une dernière question par rapport à une question un peu globale par rapport à ces entraves dont tu nous parles. Selon toi, pourquoi le gouvernement fait ça, en fait? Quel intérêt le gouvernement il a à entraver le travail de sa propre administration d'inspection du travail? Oui, c'est une grande question. C'est la première fois qu'on a une ministre qui... alors, soit elle connaît pas nos missions, mais je pense pas, parce qu'elle-même, en tant que DRH, elle avait été contrôlée. Enfin, je pense que c'est un gouvernement qui n'a pas le souci de la protection des travailleurs et du droit social, en fait. Quand on regarde un peu les communications de la ministre, en fait c'est une ministre de l'emploi. Elle parle que de l'emploi. Alors ça fait partie de sa casquette, on est d'accord. Elle parle de l'emploi, de la formation, de l'apprentissage, de toutes ces choses-là qui font partie des missions du ministère. Mais en fait, si on regarde les missions du ministère, par exemple en termes d'effectifs, le gros des troupes et le gros des missions, c'est les missions de travail et de l'inspection du travail. En fait, on est au moins 60% de l'effectif. J'ai pas les chiffres, mais voilà, c'est assez clair. Et ça, j'en appelle aussi aux entreprises. Moi, j'appelle au civisme des entreprises. Je suis scandalisée de voir que hier, la fédération du CAPEB a écrit à tous les artisans d'Auvergne-Rhône-Alpes en disant arrêtez tous les chantiers. La CAPEB, c'est le syndicat des artisans du bâtiment. Eh bien, quand un syndicat patronal dit aux entreprises arrêtez d'aller bosser, arrêtez de faire vos chantiers, ça, c'est du défaitisme. On a besoin de tout le monde sur le pont. Muriel Pénicaud, alors ministre du Travail, interrogée sur LCI le 19 mars 2020. Dans le bâtiment, beaucoup disent on ne peut pas travailler parce qu'on est tous ensemble dans la même camionnette à moins d'un mètre. Ok? Eh bien pourquoi on n'y va pas en 2 voitures, on rembourse les frais et on arrive sur le chantier. Et sur le chantier, souvent, on n'est pas côte à côte et on peut s'organiser pour pas être côte à côte. Évidemment, avec les équipements. Donc, je crois que si on a de la volonté du côté des employeurs, on réunit les salariés. Mais globalement, c'est ça, en fait. Le mot d'ordre pendant le confinement, c'est vrai que c'était maintien de l'activité économique à tout prix.
Et y compris de notre ministère, parce qu'on aurait pu dire, il aurait pu y avoir une bataille entre ministères, entre nous qui voulions assurer la protection des travailleurs et puis Bercy qui voulait maintenir l'activité. Mais là non, notre ministère, voilà, le message c'était maintien de l'activité à tout prix, et c'est pour ça qu'il y a eu des pressions qui ont été faites sur les collègues, parce que de fait, ils entravaient l'activité d'une certaine manière en embêtant les chefs d'entreprise. Mais c'est vrai que l'histoire du secteur du BTP, elle est, c'était le monde à l'envers, c'est-à-dire qu'on avait des employeurs qui disaient bah non, je peux pas assurer le travail en sécurité, et une ministre qui disait si allez-y, alors qu'on sait que dans le BTP, on peut pas assurer le travail en sécurité. On peut même dire qu'encore maintenant, certaines mesures de protection contre le Covid peuvent avoir un effet négatif, peuvent créer de nouveaux risques. On sait que le risque principal, celui qui crée le plus de morts au travail, c'est le risque de chute de hauteur. Ouais. Donc c'est un risque qui est très important dans le BTP. Si on a un masque, une visière, etc., qui entrave notre visibilité, potentiellement ça peut créer d'autres risques. Un autre souci aussi quand on était au pic de la pandémie, c'est que le secteur du BTP est extrêmement accidentogène, et nous ce qu'on disait c'était on va peut-être pas encombrer les hôpitaux avec des nouveaux accidents. Alors je pense que l'idée c'était de pas faire bénéficier ces entreprises de l'activité partielle, ce qui est assez aberrant quand on mène actuellement des contrôles sur l'activité partielle. On voit qu'on a des grosses entreprises de cadres qui étaient en télétravail, donc qui n'avaient aucune impossibilité de travailler, qui ont bénéficié de ces aides. Par contre le secteur du BTP, on l'a renvoyé au travail en sachant que les mesures, lui-même disait que les mesures n'étaient pas possibles à appliquer, quoi. Il n'y a pas de volonté d'assurer la protection des salariés, clairement. Je te propose de revenir à l'inspection du travail en tant que telle, du coup. Ouais. Déjà une première question toute simple. En fait, quand tu constates toutes les entraves qu'il y a eu à la bonne réalisation de vos missions, compte tenu de ton expérience, est-ce que tu es surprise de la tournure que ça a pris pendant le confinement et là pendant cette période de déconfinement? Non, mais il y a quand même, et on est nombreux dans ce cas, un très grand découragement, parce que ça fait longtemps qu'il y a cette tendance qui existe, mais là ça s'est exacerbé pendant le confinement. Enfin, on fait un métier qui a du sens, qui est à mon sens un beau métier, mais ça faisait un moment qu'il perdait de son sens, parce que quand on est seul pour 30 000 salariés, clairement on peut pas faire bien notre métier. Voilà, il y avait beaucoup de choses qui faisaient qu'il perdait son sens. Là oui, on l'a un peu dépossédé on nous a dépossédé de nos missions premières. Peut-être pour revenir sur la question du détournement de l'institution à des fins politiques et de communication. Ouais. En fait, ça, c'est une tendance depuis quelques années quand même. Et c'est très inquiétant parce qu'en fait, on est un service public. Donc pour moi, en tout cas, c'est pour ça que j'ai voulu rejoindre le service public, c'est qu'on est au service du public, au service de la population. Et donc notre travail doit répondre aux sollicitations de la population, aux besoins, à la demande sociale en fait. Sauf qu'en fait, nos objectifs de contrôle, etc., sont pas du tout fixés en fonction de ça. L'exemple le plus parlant pour moi, c'est la question du travail détaché. Le travail détaché, donc c'est la possibilité pour des citoyens européens de venir travailler en France, par exemple sur les chantiers, mais pas que, en restant affiliés à leur système de sécurité sociale, parce qu'ils ont des missions ponctuelles, donc c'est normal. Voilà, un Portugais qui vient travailler en France, il reste affilié à son système de sécurité sociale, quand il sera malade, il ira au Portugal, pour sa retraite également, voilà. Donc ça c'est le principe, et la France a adhéré à ce principe, elle a signé toutes les directives sur le détachement de travailleurs, sauf que ce détachement de travailleurs est très impopulaire parce que ça crée de la concurrence déloyale pour les artisans français, parce que forcément, comme quand on cotise au Portugal, potentiellement le niveau de cotisation est plus faible, donc le niveau de charge est plus faible, etc. On nous demande à nous de résoudre, parce que c'est impopulaire, ce problème de concurrence déloyale qui est accepté par l'État parce qu'il a signé les directives. Pour moi, c'est un vrai détournement de nos missions, parce que notre mission c'est la protection des travailleurs, c'est pas la lutte contre la concurrence déloyale, il y a d'autres services de l'État qui sont censés faire ça. Moi, ça me dérange pas d'intervenir auprès des travailleurs détachés quand il y a des conditions de travail indignes, des conditions d'hébergement indignes aussi, parce que c'est un sujet, voilà, dans le champ de nos missions. Mais là, en fait, ils ne veulent que des contrôles détachement, puis une politique de bâton. Un exemple qui est assez frappant, c'est à la fin de l'année 2019, il y a dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la hiérarchie avait envoyé un mail à tous les agents en leur demandant explicitement d'arrêter tous leurs contrôles et de ne faire que du travail illégal et du travail détaché, parce qu'ils n'avaient pas atteint leurs objectifs. Et ça montre vraiment la disjonction avec la demande sociale, parce que ça veut dire que pendant 2 mois, on était censé mettre de côté toutes les autres demandes. Ouais. C'est-à-dire si vous avez un problème de harcèlement sexuel, si vous avez une boîte où il y a du risque chimique, on arrête tout en fait pour faire des bâtons, quoi. Cette consigne a été retirée parce que ça fait un
le bas de combat, etc. Mais dans l'idée, en fait, nos missions sont détournées à des fins de communication. Donc quand la ministre doit communiquer sur le travail détaché, alors là, il faut faire du bâton. Et c'est pas intéressant de faire du bâton, c'est pas ça notre métier. Enfin, à la limite, faire des grosses enquêtes pour les fraudes au détachement, je veux bien, mais le bâton, c'est pas... Et c'est pareil sur la question de l'égalité professionnelle. Le ministère a mis en place ce qu'on appelle un index égalité professionnelle. Donc chaque entreprise doit calculer son index comme elle veut. Nous, on peut pas contrôler. C'est pas que sur les questions hommes-femmes, c'est général? Oui, bah quand on dit égalité professionnelle, c'est les questions femmes-hommes. D'accord. Ouais. Et du coup, en gros, ils doivent calculer leur index. Il y a 5 critères, voilà, les augmentations de salaire, les promotions, etc. Et ils doivent le publier. Et puis, ils doivent avoir plus de 75 sur 100. Et s'ils n'ont pas plus de 75 sur 100 pendant 3 années consécutives, alors là, nous, on peut peut-être les sanctionner. En sachant qu'il y a plein de stratégies qui sont mises en place. Et puis, de toute façon, on peut même pas contrôler leurs calculs. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est assez parlant. Je sais pas si tu as vu le cache investigation justement sur les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. Il est sorti il y a pas longtemps et où en fait donc t'as des grosses entreprises, Natixis, Société Générale, dans lesquelles on voit des gros écarts de salaire, notamment dans les salles de marché entre les femmes et les hommes. Et puis bizarrement, ils ont un super index égalité professionnelle. Ah ouais. Voilà, parce que quand on a des bons RH, voilà, on fait des petites mesures comme ça, correctrices, machin. En fait, finalement, on s'en sort bien en affichage. Et dans les faits, voilà, l'enquête des journalistes de cache investigation a montré que c'était pas le cas. Et en fait, c'est d'autant plus vrai dans les grandes boîtes. Voilà, et en fait, toutes ces mesures, ça favorise les grandes boîtes qui ont des services RH, qui sont capables de mettre en place des accords, des choses comme ça, et qui par ailleurs, potentiellement, sont discriminantes dans leurs pratiques. Si on avait à cœur de lutter contre l'égalité professionnelle, on pourrait nous donner les moyens, aussi humains et aussi en formation, de faire ce qu'ont fait les journalistes de cache investigation, c'est-à-dire comparer les fiches de paye. Nous, on a accès aux fiches de paye. De faire ce travail-là vraiment en profondeur, et puis de mener à bien nos enquêtes harcèlement sexuel, parce que ça c'est pareil, on a très peu de moyens pour agir là-dessus. Et au lieu de ça, en fait, on nous demande juste de communiquer des chiffres juste avant le 8 mars. Donc c'est même plus à des fins politiques, c'est vraiment presque à des fins de communication en fait. Donc c'est vraiment dommage en fait. J'ai l'impression que c'est une tendance quand même. Je voulais revenir sur les évolutions de l'inspection du travail ces dernières années. J'avais vu qu'il y avait eu pas mal de réformes dans les 15 dernières années, et en particulier depuis 2013. Je sais pas si ça... Moi, j'avais jamais entendu parler, je sais pas si toi, ça te parlera peut-être plus. Un plan de réforme qui avait été lancé en 2013, qui était baptisé Ministère Fort. Et j'ai vu que le 20 mai, il y a la Cour des comptes qui a publié un rapport pour dresser un bilan un peu en double teinte. En gros, d'un côté, elle dit la transformation de l'inspection du travail, la réorganisation vers un fonctionnement plus collectif et une plus grande spécialisation, ça c'est encourageant, c'est ce que dit le rapport. Et d'un autre côté, il y a un manque d'effectifs qui reste le point faible, et en plus qui est apparemment décorrélé des besoins réels de l'institution. Globalement, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette réforme Ministère Fort? En fait, la réforme, c'est une réforme qui a fait beaucoup de mal à l'institution. En gros, avant, un inspecteur du travail, c'était son propre chef de service. Il s'occupait des grosses entreprises, et puis il avait sous ses ordres, entre guillemets, 2 contrôleurs qui étaient beaucoup plus des gens de terrain qui allaient dans les petites entreprises et qui faisaient beaucoup de contrôles du coup dans les petites entreprises, etc. Le ministère Fort a remis tout ça à plat. Ils ont décidé que le corps de contrôleurs du travail n'allait plus exister. Pour le millier de contrôleurs du travail, ça a été un petit peu compliqué. Et puis que l'inspecteur du travail ne serait plus chef de service. En fait, maintenant, on a des unités de contrôle composées de 10 inspecteurs du travail en moyenne, avec un responsable d'unité de contrôle. En fait, un des effets de cette réforme, et c'est aussi ce que pointe le rapport de la Cour des comptes, c'est que ça a enlevé beaucoup de monde du terrain. C'est-à-dire que les responsables d'unité de contrôle sont... Il y a beaucoup de strates hiérarchiques. Il y a ça. Et puis, une autre chose qui a été créée, c'est les unités spéciales de lutte contre le travail illégal. Parce qu'apparemment, on faisait pas assez de chiffres, nous, sur le travail illégal. Du coup, ils ont pris des agents de contrôle qui ne font que ça, justement pour... ce qui montre aussi quelles sont leurs priorités. Et du coup, sur les réformes, oui, ça a beaucoup affaibli. Et puis, en fait, ce que disent les anciens, c'est que finalement, ils se sentent beaucoup plus seuls dans leur pratique. D'accord. Et là, ce que la Cour des comptes préconise, c'est de mettre fin au fonctionnement par section. C'est-à-dire qu'en fait, là, nous, on a une section, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, un territoire sur lequel on est compétent. Et c'est relativement important parce que ça veut dire qu'on connaît notre territoire, on connaît nos entreprises. Et du coup, on agit aussi pas pareil. On sait affiner les suites en fonction
fonction des entreprises, voilà. Et là, l'idée, très certainement, ce serait de donner plus de poids à la hiérarchie, c'est-à-dire que tous les dossiers arriveraient à la hiérarchie, qui les distribuerait. Voilà. Alors ça pourrait marcher dans un système normal où on a une hiérarchie bien formée au management, mais ça risque, et qu'a montré le confinement aussi, c'est qu'il y avait des gros soucis à ce niveau-là, donc c'est très inquiétant. Et puis il y a une autre réforme qui est OTE, je sais pas si... j'ai pas entendu parler, vas-y. Bah en fait, alors ça a été mis entre parenthèses pendant le confinement, mais l'idée c'était... D'accord, c'est une réforme actuelle. Ouais, c'est une réforme actuelle. Ils veulent créer un service public de l'insertion, et dans lequel nous on sera intégrés. C'est la fusion avec d'autres directions du style direction départementale de la cohésion sociale. C'est ça, ouais. D'accord. Ça a du sens pour certains de nos collègues, parce que nous on travaille avec les collègues du pôle 3E, c'est-à-dire de l'emploi, etc., qui s'occupent des chantiers d'insertion par l'activité économique, etc. Donc eux, ils vont retrouver les collègues de la cohésion sociale qui sont sur des problématiques de logement, qui s'occupent de l'hébergement d'urgence, etc. Donc c'est des belles missions, quoi. Sauf que nous, on se demande un peu ce qu'on va faire là, et d'ailleurs dans le titre, le mot travail n'apparaît plus, et nous, on est avant tout des agents de contrôle. Enfin, c'est comme ça qu'on est défini dans le code du travail. Nous, on a plus notre place, enfin en tout cas, on travaille plus avec les autres institutions de contrôle, les URSSAF, les impôts, la police. Notre métier, c'est pas de faire de l'insertion professionnelle, même si l'insertion professionnelle, c'est super important. C'est juste un autre métier, et du coup, en fait, ce grand service public de l'insertion sera au niveau des départements mis sous l'autorité du préfet, alors que nous, genre, normalement, on est indépendant de tout ça, puisqu'on doit être indépendant de toute influence extérieure. On va revenir sur les effectifs du coup. Moi, ce que j'avais vu par rapport à ce rapport de la Cour des comptes, justement, c'est qu'entre 2014 et 2018, il y avait une réduction de 9% du nombre d'agents et de plus de 6% des personnels affectés au contrôle, soit 1800 personnes. Tu l'as déjà évoqué, t'as déjà évoqué un manque de moyens. Moi, j'avais vu des chiffres, j'avais vu qu'il y avait 2000 inspecteurs et inspectrices du travail en France, chargés de contrôler 1,8 million d'entreprises, soit 18 millions de salariés, ce qui fait un inspecteur ou une inspectrice pour 8000 salariés. En dehors du contexte du Covid-19, est-ce que tu dirais que le nombre d'inspecteurs et d'inspectrices est suffisant pour réaliser vos missions ? Ouais, alors par rapport aux chiffres, 1 pour 8000, ça me semble plausible. Le truc, c'est que c'est très variable selon le territoire. Je sais que justement, il y avait eu un truc dans le Grand Est. La Direction Générale du Travail a dit non, il faut être 1 pour 10 000. Alors du coup, dans le Grand Est, ils ont supprimé plein de sections, etc. Alors qu'en fait, c'est plutôt... Donc ils étaient, je pense, plutôt en dessous des 10 000. Mais c'est une grande région, en fait, c'est des collègues qui, pour faire des contrôles, font facilement 1 heure, 2 heures de route. Alors, en Ile-de-France, là, j'ai les chiffres. Alors, ça date de l'année dernière. Alors, c'est l'effectif théorique. Parce qu'en plus, c'est ça, hein, c'est l'effectif théorique. Donc, en effectif théorique, on est plutôt autour de 15 000 salariés par agent. Sauf que en Ile-de-France, de mémoire, il manque 20% de l'effectif. Dans les faits, on peut très vite monter à 20, 25 000, voire 30 000 si on assure l'intérim. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'agents qui, du coup, font 2 sections et remplacent un autre agent. Hein. Donc là, on monte, à mon avis, assez rapidement à un agent pour 30 000 salariés. En fait, si tu assumes de charges, bah, tu doubles. Bah, ça double. Ouais. Moi, ça m'est arrivé, et c'est vrai que du coup, on nous dit, mais dans ces cas-là, ne traitez que les urgences. Mais déjà, on en vient parfois à un stade où il faut prioriser les urgences. Parce que, voilà, même en faisant que les urgences, il y en a quand même beaucoup. Il y a 30 000 salariés. Puis là, pour le coup, on perd le sens de notre métier. C'est-à-dire qu'on a quasiment plus le temps de faire des contrôles surprise. Voilà, à notre propre initiative, voire des contrôles tout court. Encore moins le temps de faire des longues procédures, etc. Donc, c'est un vrai sujet. Après, il n'y a pas que les moyens humains pour moi qui manquent, il y a aussi les moyens juridiques, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, le code du travail, il est très étoffé sur les risques liés à sécurité, conditions de travail pour moi, et il peut l'être encore. On a des outils sur les risques en fait industriels, on va dire. Je sais pas, par exemple sur le risque chimique, on va avoir des possibilités, ou le risque électrique, on va avoir des possibilités d'arrêt d'activité, des choses comme ça. Pas sur le risque chimique, et c'est ce qui a posé problème d'ailleurs pendant le Covid. Mais non, sur le risque biologique, pardon. Ouais, je m'en mêle. Mais pour moi, c'est lié à un contexte économique plutôt industriel, qui existe encore. Hein. Ça existe encore, mais le monde du travail a évolué. Il y a des nouveaux risques qui sont apparus, notamment les risques psychosociaux, les questions de harcèlement, etc. Et on est encore peu outillé en fait sur ces risques-là. Et même tout à l'heure on parlait d'égalité professionnelle, faudrait peut-être qu'on soit plus nombreux. C'est pas là on est à réclamer de ne plus perdre d'effectifs, mais en fait si on voulait, on pourrait même être plus nombreux et avoir des nouvelles missions en fait.
Et c'est vrai que, mais même pendant le confinement, le gouvernement a beaucoup insisté sur un peu son volet social, il a mis en place le chômage partiel, etc. En fait, il y a plein de mesures qui auraient pu être prises, qui auraient eu un vrai impact. Déjà, nous, par exemple, on aurait pu avoir des pouvoirs sur ce qu'on appelle le risque biologique, c'est-à-dire que c'est un agent biologique, le Covid. D'accord. On aurait pu avoir le pouvoir d'arrêter une activité en raison du risque biologique. Ça ne nous a pas été donné. Une autre idée, parce qu'on a eu beaucoup de salariés qui étaient dans cette situation, c'était les ruptures de période d'essai. Les ruptures de période d'essai, il y en a eu. On aurait pu décider, et c'était gratuit, du gel de la période d'essai pendant la période Covid, puisque normalement on a le droit de rompre une période d'essai, mais en fonction des compétences. C'est-à-dire qu'on a évalué les compétences de la personne, elle ne correspond pas, on rompt la période d'essai. Dans les faits, on sait très bien, et d'ailleurs ça a été dit à certains salariés, que c'était lié au Covid. Donc c'est des ruptures de période d'essai qui étaient illégales. Donc il y avait plein de moyens juridiques gratuits, entre guillemets, qui auraient pu être mis en place. Et là, moi je suis très inquiète pour les salariés parce que il y a un vrai problème de l'accès au droit. Une des principales entraves pour moi à l'accès au droit, c'est les ordonnances ce qu'on appelle les ordonnances Macron, qui ont plafonné les indemnités prud'homales. Pour l'exemple typique des ruptures de période d'essai, on a en face de nous des salariés qui nous disent mais non, mais du coup c'est illégal, j'ai des preuves. Et je leur dis oui, vous pouvez aller au prud'homme, sauf que vous n'avez pas d'ancienneté par définition, et qu'au prud'homme, depuis les ordonnances Macron, vous aurez maximum 1 mois de salaire. Et en fait, moi, quand les ordonnances Macron sont passées, j'ai vu plein de ruptures. Parce que les salariés, nous, on n'est pas forcément compétents, c'est les avocats, mais en fait, on a aussi un rôle de conseil et de renseignement. Donc, on a des permanences téléphoniques pendant lesquelles les salariés peuvent nous appeler. Et en fait, il y a eu des choses lunaires. Moi, j'ai vu des lettres de licenciement où on reprochait aux salariés d'être trop impliqués dans son travail, de trop s'investir. Mais en fait, il s'en fichait, il avait 2 ans d'ancienneté. Donc, de toute façon, c'était comme si on rétablissait presque le contrat nouvelle embauche, c'est-à-dire qu'à moins de 2 ans d'ancienneté, personne n'a les moyens de faire un prud'homme, clairement. Donc en fait, à moins de 2 ans d'ancienneté, on peut licencier tout le monde sans cause réelle et sérieuse, sans que ça pose de problème. Globalement, c'est un mouvement général. Alors peut-être que cette épidémie va encore l'amplifier, mais franchement, je pense qu'il y a vraiment un risque qu'on atteigne un point de rupture au niveau social aussi. Et en fait, ça pose la question... Toute cette chaîne de recul des droits, ça pose vraiment la question de l'accès aux droits pour les salariés précaires. Précaires, donc contrat court, pas de prud'homme. Ça vaut plus le coup. Difficulté pour l'inspection du travail d'intervenir dans les petites entreprises parce que on peut pas dire qu'on a vu de la lumière et qu'on est rentré. L'employeur va tout de suite se douter que s'il est en litige avec un salarié, c'est pour ça qu'on vient. Donc peu d'intervention de l'inspection du travail, peu de représentants du personnel. Donc en fait, on a des salariés et des vraies ruptures d'égalité entre salariés. Un peu sur cette question de la tendance, je voulais finir avec un événement qui a eu lieu très très récemment. J'en avais pas trop entendu parler, j'ai juste vu passer ça à un moment. Je sais pas si toi t'en avais entendu parler. Apparemment le 5 juin, il y a une intersyndicale, donc CGT, FAFP, FO, FSU et Solidaire, qui a claqué la porte de la première réunion post-confinement. Alors je pense que ça concerne la réforme de la fonction publique, parce qu'en gros ils dénoncent la suppression annoncée des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT. J'ai découvert que depuis le 1er janvier 2020, ça n'existe plus dans le secteur privé. Ça a été remplacé par, ça c'est depuis que donc le gouvernement Macron, la présidence de Macron. Donc on a supprimé, avant il y avait le comité d'entreprise, le CE, le CHSCT, qui s'occupait des conditions de travail. Et nous, par exemple, à l'Inspection du Travail, on assistait aux réunions du CHSCT. Dans les entreprises de plus de 50 salariés. Dans les entreprises de plus de 50 salariés. Et tout ça, ça a fusionné, c'est ça ? Et tout ça, ils ont fusionné. C'est dommage parce que, déjà l'idée, c'est que du coup, il y a moins de représentants du personnel qui ont des tâches beaucoup plus larges. Alors déjà, on avait du mal à avoir des représentants du personnel qui maîtrisaient les sujets parce que c'est des sujets difficiles à maîtriser, tout simplement. Mais quand on en avait, c'était super efficace. Un bon CHSCT qui faisait son boulot, qui quand il y avait par exemple du harcèlement moral, allait faire une enquête dans le service, etc., qui faisait des visites régulières des locaux, des entreprises, etc., pour identifier les risques, en fait, ils nous faisaient le boulot, puis ils nous alertaient quand ils avaient un souci. C'était des vrais relais dans l'entreprise. Et ils avaient un savoir-faire qui était assez exceptionnel. Le fait que maintenant ils soient tous mélangés, donc c'est-à-dire que en fait le CSE va s'occuper à la fois de. Donc c'est le comité social et économique, c'est ça qui remplace. C'est ça qui remplace, Apparemment, CHSCT, c'est remplacé par une commission au sein de ce CSE, mais pour les entreprises de plus de 300 salariés maintenant. C'est ça, et c'est qu'une commission, donc en fait c'est les élus du CSE, dont certains, s'ils le souhaitent, vont spécialiser sur les questions, et donc il n'y a plus personne,
Moi, c'est ça qu'on constate, c'est que nous, on avait ces appuis-là. On pouvait bien travailler quand on avait ces gens-là qui étaient bons, qui nous alertaient que quand il y avait un petit problème. Nous, on pouvait intervenir, et puis si jamais c'était pas notre sort, les prud'hommes prenaient le relais, etc. Là, c'est vrai qu'on n'a plus ces relais-là, donc des fois, on a les salariés qui nous contactent directement, mais du coup, ça fait des sollicitations qui sont beaucoup trop importantes, Moi, ce que je disais tout à l'heure, il y a un point qui me tient beaucoup à cœur, c'est la question de l'accès au droit. Parce que pour moi, c'est ça le service public, c'est l'accès au droit gratuit. C'est-à-dire, voilà, on a le droit à l'éducation, le droit à la santé et l'accès au droit au pluriel. Et je trouve que c'est là-dessus qu'on est vraiment en train de perdre. Je peux te citer le défenseur des droits. Oui, bien sûr, vas-y. Je sais qu'il a fait beaucoup de rapports sur ce sujet. Il dit souvent dans les interviews que c'est un sujet qui le préoccupe et nous on le voit sur le terrain. Et dans la dernière interview qu'il a donnée au Huffington Post, il dit... Tu peux rappeler son nom juste Jacques Toubon. Donc il a donné une interview au Huffington Post, il s'en va là, il quitte son mandat. Il dit tout a démontré depuis 3 ans, entre les gilets jaunes ou l'actuelle crise de la santé publique, que ce qui a été fait depuis 20 ans et qui a consisté à penser que nous pouvions organiser l'accès aux droits, et notamment l'accès aux droits sociaux, sur d'autres bases que l'accès à des services publics à la française, fait fausse route. Du coup, pour moi, ça dit tout. En fait, un exemple tout bête, nous, on a un service qui s'appelle le service de renseignement en droit du travail, avec des vrais gens, qui ont un savoir-faire franchement exceptionnel, qui sont capables de faire une mécanique intellectuelle pas possible entre les différents sujets qui sont abordés, les conventions collectives et tout. Voilà, pour l'instant, c'est un guichet, c'est-à-dire qu'ils reçoivent dans leur bureau des gens sans rendez-vous, en présentiel, ils ont aussi au téléphone. C'est très important parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui savent pas bien s'exprimer à l'écrit, donc quand des fois on reçoit des mails, on comprend pas trop quel est le problème, et puis d'autres qui savent pas non plus bien s'exprimer à l'oral, puis les gens ont besoin en fait de venir avec leur dossier, leur fiche de paye et de les montrer à un vrai être humain qui s'y connaît vraiment et qui va les orienter. Et en sortant de ces entretiens avec mes collègues, ils ont des pistes en fait de ce qu'ils doivent faire pour faire valoir leurs droits. Et s'ils avaient pas ça, en fait ils seraient obligés de payer un avocat. Une consultation d'avocat c'est 300 €. Enfin voilà. Et en fait on s'oriente de plus en plus et pareil pour nous, c'est-à-dire que sinon on n'a pas le temps d'aller faire nous-mêmes des contrôles. C'est les cadres qui nous écrivent beaucoup en fait, des mails, des choses comme ça. D'accord. Moi, j'ai pas une population qui a l'habitude de faire valoir ses droits, qui connaît l'existence de l'inspection du travail. Si en plus elle est d'origine étrangère, les systèmes sont pas les mêmes. Donc en fait, si c'est pas moi qui vais faire mon contrôle et qui vais constater l'atteinte au droit, il n'y a pas d'accès au droit. Il n'y a pas d'accès au droit. Donc ça, c'est la première chose. Donc il faut que nous, on ait le temps et la possibilité matérielle d'aller faire des contrôles et d'aller au plus près des précaires, ceux qui se plaindront jamais, les femmes de chambre dans les hôtels, le secteur du nettoyage, etc. Donc il faut ça, et puis il faut aussi que ceux qui veulent faire valoir leurs droits aient en face d'eux un service public gratuit qui permet ça, qui leur permet aussi de se retrouver dans la nébuleuse administrative, etc. Et on le voit sur d'autres sujets, par exemple le non-recours au RSA, des choses comme ça. Enfin, moi, c'est un vrai sujet d'inquiétude, et ce service de renseignement du droit du travail, le gouvernement essaie de le remplacer par un code du travail numérique. Alors ça n'a pas marché parce qu'ils ont vu qu'en fait les questions elles étaient un peu compliquées et que c'était pas juste. Mais dans les tuyaux, et notamment à la suite du rapport de la Cour des comptes, dans les réformes dans les tuyaux, il y a la suppression de ce service. Et globalement, moi je trouve qu'on porte une grosse atteinte au service public qui matérialise l'accès aux droits gratuits. On remercie Anna et on lui souhaite bien du courage pour la suite, à elle, mais aussi à toutes celles et tous ceux qui, de bonne foi et inspirés par le sens du service public, cherchent à donner du sens à leur métier et surtout à assurer l'effectivité de nos droits dans le cadre du monde du travail, parfois en dépit des entraves de leur hiérarchie. On espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager si c'est le cas. On espère surtout qu'il vous a donné les clés de compréhension sur les dynamiques en cours en termes de droit du travail et sur cette institution essentielle qu'est l'inspection du travail. La démocratie, y compris la démocratie sociale, n'est pas une réalité acquise et statique, et tout comme la démocratie politique, elle demande à rester attentif aux évolutions qui y ont cours, et on espère que d'une certaine façon ce podcast y a participé. À bientôt, et gardons nos lanternes allumées.